C'est la loi, pas la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 que l'arsenal juridictionnel béninois est organisé. Depuis la modification de cette loi le vendredi 18 mai 2018, les députés de la 7e législature ont apporté des modifications substantielles à cette organisation judiciaire du Bénin, notamment en créant la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme. Pour en parler, je reçois sur ce plateau deux personnes qui s'y connaissent en droit et surtout en infraction économique peut-être. En tout cas, je vais vous présenter le premier. C'est un spécialiste en finance et contrôle de gestion. Quand on parle de contrôle de gestion, s'il y a des infractions économiques, il devrait le savoir, notamment contrôle de gestion des organisations. Son nom, c'est Stéphane Tora. Stéphane Tora, bonjour. Bonjour. Bonjour, amis auditeurs de Diaspora FM. Diaspora FM et téléspectateurs d'Eden TV. Eden TV. Que la grâce soit avec nous. Merci à vous, merci d'être notre invité sur ce plateau. En face de vous, un habitué que je n'ai pas revu depuis quelques semaines quand même, Omar Salouf, journaliste, rédacteur en chef du quotidien Émergence Info. Omar Salouf, bonjour. Bonjour, cher ami, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous donc d'être sur ce plateau. Vous êtes journaliste et donc comme tous les journalistes pétris de culture, normalement, pétris de culture en tout cas pour vous, je le sais. Et ce n'est pas pour rien que vous êtes sur ce plateau et vous en savez certainement beaucoup sur cette fameuse Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Question que j'appelle question préjudicielle puisque c'est pas une question de cette nature-là que j'aime à commencer ce débat. À vous, le journaliste, l'organisation judiciaire du Bénin. Telle qu'elle était dans la loi 2001-37 de l'année 2002, du 27 août 2002, était-elle assez peu fournie pour lutter efficacement contre la corruption, contre les infractions économiques? Merci beaucoup à vous et je crois que quand on sait un peu l'histoire du Bénin par rapport à la lutte contre la corruption, par rapport aux différentes luttes contre les infractions économiques, on peut affirmer sans risque de se tromper que nous avons beaucoup de réglages à faire. Il y avait beaucoup de réglages à faire. Les lois existantes ne permettaient pas d'interpeller directement et les mises en cause ou ceux qui sont soupçonnés dans une affaire ou une autre. Le président Patrice Talon, selon son programme d'action et ce qu'il est en train de démontrer depuis qu'il est au pouvoir, a affiché une certaine volonté de lutter efficacement contre la corruption. C'est vrai que ce n'est pas facile, que lui-même il s'en est rendu compte. Et donc, il fallait mettre en place un arsenal indépendant, je vais dire, quitte à lutter un peu plus efficacement contre cette corruption-là. Et donc, la loi existante, il y a depuis plus d'une décennie, s'est révélée pas totalement efficace pour lutter contre cette corruption-là. Et l'installation d'une cour spéciale précise pour être dédiée à la lutte contre les infractions économiques et le terrorisme, moi je pense que ça vient à point nommé, ça vient pour répondre à un besoin. C'est ce que je peux dire pour le moment, parce que il faut une certaine, puisqu'on a toujours créé indépendance de la justice et que le politique ou la politique se mêle souvent de la justice pour lui donner une certaine orientation. Maintenant, quand il y a une cour de cette envergure-là, je pense que les choses se feraient encore mieux pour enrayer ces fléaux-là qui sont en train de nous gangréner. Je vais poser la même question à Stéphane Tora. Est-ce que vous pensez que l'arsenal juridique béninois n'était pas suffisant pour la lutte contre la corruption? L'arsenal juridique béninois, disons, paraît suffisant pour la lutte
la corruption. J'ai utilisé le verbe paraître parce que bon, on n'a pas ajouté quelque chose d'autre. On a dû essayer de spécialiser des hommes pour pouvoir véritablement faire la lutte contre les crimes économiques, le terrorisme et le trafic des stupéfiants. Je voudrais remonter un peu en arrière pour pouvoir justifier ce thème paraître là, parce que depuis au moins 90, on n'avait pas manqué d'intention pour pouvoir limer les doigts à ces crimes-là. En 91, avec le gouvernement de Soglo, c'était tout faire pour faire rendre gorge à ceux qui commettent ces crimes. Mais personne n'a rendu gauche au résultat. Avec le gouvernement Kérékou, c'était pour faire de la moralisation de la vie publique avec une certaine cellule de la brave Anne Adjaïsika. Tout a été fait, mais pourtant, la vie publique n'était pas aussi moralisée. Et à l'ère du changement, refondation, c'était la marche pour prouver toute la haine qu'on a contre la corruption et autres. Au résultat, rien. Maintenant, lorsqu'on présente cet environnement-là, on se pose la question de savoir, mais voilà ces divers dirigeants qui ont au moins eu l'intention, la ferme intention de lutter contre la corruption, les crimes économiques, mais pourtant ont échoué. Alors que nous avons des tribunaux, nous avons la loi, la constitution et autres là, qui permettent de pouvoir faire cette lutte efficacement. Ça veut dire qu'au résultat, c'est la façon de noyer cette lutte dans l'ensemble là, qui fait qu'on n'a pas d'éléments pour pouvoir véritablement avancer. Et il y a plusieurs dossiers dans nos tribunaux, dans nos cours ordinaires là. Il y a tellement de dossiers empilés là qu'on ne peut pas sauter d'un dossier à un autre. Maintenant, le gouvernement de Patrice Talon, ayant fait ces constats d'échec, se dit, bon, nous prenons l'engagement. Et c'était ça, c'est son thème de campagne, c'est de réformer les choses, d'apporter du neuf en faisant de l'ancien quelque chose de spécial. Et si nous prenons cette cour spéciale de répression des crimes économiques, c'est toujours en se fondant sur ce qui existe, l'existant, et faire de cet existant-là un élément puissant pour pouvoir arriver enfin, ou bien substantiellement, enfin, à limer un peu les ongles de cette gangrène qui ne fait que la corruption. Qui ne fait que faire reculer notre pays, voilà, vous allez dire. Voilà. Alors, Omar Salouf, Stéphane Tora l'a dit, il n'y a pas de personnes nouvelles, il n'y a pas tellement d'éléments nouveaux en dehors de la création de cette cour. Est-ce que une cour de répression, parce qu'on a créé une cour de répression des crimes, des infractions économiques, on a trouvé véritablement et sérieusement la solution pour la lutte contre ces infractions économiques? Oui, vous savez, à chaque régime, j'ai l'habitude de dire qu'à chaque régime, c'est marque. La création d'une cour spéciale ne veut pas dire systématiquement qu'on a déjà les résultats escomptés. On dit souvent un homme, une mission, des moyens. Donc, création d'une cour, des hommes pour animer la cour et des moyens à leur disposition pour atteindre leurs objectifs. Je crois que si ces trois aspects-là sont réunis, je crois qu'on aura les résultats escomptés. Et prenant appui... Vous n'insinuez pas que l'arsenal juridique qui était en place, les magistrats qui étaient en place, qui devaient lutter contre la corruption de façon générale, ont manqué de moyens. Non, il fallait d'un homme, une mission, oui, des moyens. Est-ce que, ou bien, on ne leur a pas donné la mission, pourtant, il y a eu de nombreux cas de corruption, et la loi prescrit bien
la lutte contre la corruption, on a des hommes qui étaient là. Les moyens ont-ils manqué par le passé et ces moyens-là seront-ils donnés maintenant? Vous savez, M. Socha, c'est bien ça, M. Tocha, excusez-moi, a fait un rappel là tout à l'heure et il disait que chaque régime avait son slogan. Chaque régime avait son slogan pour lutter contre la corruption. Maintenant que Patrice Talon est arrivé, il faut rappeler aussi que cette cour qui n'existait pas, les missions assignées à cette cour étaient assignées aux autres cours ordinaires pour lutter contre la corruption. Maintenant que c'est plus spécifique, c'est plus spécial, je crois que les hommes engagés sur ce terrain-là vont plus se concentrer rien que sur ça, rien qu'à combattre les infractions liées, les infractions économiques et le terrorisme. Je crois que comme ça, en se mettant spécialement dans ces missions-là, ils auront encore plus de moyens, ils auront encore plus de concentration pour atteindre les objectifs. Et cela ne veut pas dire qu'ils, par le passé, ils n'avaient pas les moyens. Les moyens peuvent exister, les moyens même peuvent déborder, mais quand il n'y a pas une certaine organisation, on n'aura pas les résultats. Et on a vu un président marcher dans ce pays. On peut pas dire que les moyens ont manqué. C'est peut-être une certaine organisation qui a manqué. On a vu Soglo démarrer dans ce pays par son slogan « Rendre gorge ». On a vu ce que ça a donné. On ne dit pas que systématiquement ça n'avait rien donné, mais on aurait souhaité que ça donne plus de résultats. Donc, en créant une cour spéciale, moi j'estime que ça donne encore plus d'énergie à cette cour-là. Ça donne plus de missions aux hommes qui faire ce travail. Mais une question se pose quand même de tout ce que vous dites. Elle vient de sortir de mon esprit. Comment expliquer que les différentes luttes contre la corruption n'aient pas donné les résultats escomptés? Je ne dirais pas qu'elles ont échoué, puisqu'il y a eu des gens qui ont été envoyés en prison pour faire de corruption, mais globalement, on n'est pas satisfait au Bénin de la lutte contre la corruption. Comment expliquer, à votre avis, que la lutte contre la corruption ait échoué globalement jusque-là? À mon avis, cette lutte a tout le temps échoué parce que la volonté de départ exprimée par le politique ou bien les gouvernants, lorsque cette volonté-là s'affronte au lever de bouclier d'une frange de la population, et ces politiques, voyant leur réélection à bout de mandat, se rebiffent et n'ont plus cette haine de départ. Maintenant, revenons à l'ère actuelle où le président qui est là avait annoncé depuis les campagnes les couleurs. Et même après son élection, il n'a pas reculé de ces promesses-là. Même pas d'un copec, comme on peut le dire. Et ça se voit naturellement parce que des gens qui se disent intouchables sont touchés. Les gens qui croient corrompre ou bien influencer d'autres, les personnalités de ces institutions qui luttaient contre la corruption, les crimes là, ces personnalités qui les menaçaient sont touchées aujourd'hui. Donc la volonté... Vous êtes peut-être, on est peut-être dans le même pays, mais nous ne voyons pas les choses sous le même angle. Parce que pour se dire la vérité, oui, la lutte contre la corruption, depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir, n'a pas encore embrassé
toutes les catégories sociopolitiques du pays. Il y a des partisans du président de la République qui, par le passé, ont été peut-être soupçonnés de choses qui n'ont pas encore été attendues. Il y a, par contre, des leaders de l'opposition qui, eux, sont poursuivis. Certains sont même ont déjà perdu leur immunité parlementaire et on arrive bientôt à engager des poursuites contre d'anciens ministres devant la haute cour de justice. Quand vous dites que c'est la volonté du chef d'État qui va prévaloir, mais est-ce que cette volonté n'est pas, disons, un peu sectarisée, un peu partielle? C'est l'argument ou c'est l'argumentaire que nous entendons tenir en ville. Mais avant l'ère de la rupture, est-ce qu'il y avait eu un député qui ait été inquiété? Non, jamais. En dehors du ministre Aliou, que politiquement les gens sont envoyés. C'est un déjà un. Mais c'est vous qui avez dit jamais et puis vous avez retrouvé. Non, j'ai dit député. J'ai parlé de député. Parce qu'au fait, ceux qui sont soupçonnés. Un ancien ministre, c'est plus qu'un député. Hein. Un ancien ministre. Plus qu'un député. Allons-y. Ceux qui sont soupçonnés de crimes économiques actuellement ou de corruption à grande échelle là, ce sont surtout les politiques qui se réfugient à l'Assemblée nationale. Vous dites que les gens qui sont proches du président de la République ne sont pas inquiétés actuellement. Mais y a-t-il de dossiers conduits jusque-là et qui ont établi leur culpabilité? Non, nous entendons des rumeurs seulement. D'où la nécessité et l'importance de cette cour de répression-là. Parce que des dossiers qui sont pilés et il faut aller par ordre, je ne sais pas, d'instruction, ce ne sera plus la même chose au niveau de cette cour-là. Et l'autre chose aussi, le procureur peut s'auto-saisir, tel qu'on dit. Ça veut dire que quand quelqu'un a des arguments solides, a des dossiers de prévarication, que celui-là aille devant le procureur spécial de la cour, de la CRIED là, pour pouvoir se constituer en partie civile. Là, que ce soit des gens proches du gouvernement, que ce soit les opposants, verront que la lutte actuellement est beaucoup plus armée pour que ça ne soit plus un camp ou contre un autre, mais une lutte pour le bonheur et l'intérêt général. De tout la Benoît. Dites-moi, Omar Salouf, vous avez pris beaucoup de notes quand vous avez parlé, vous allez peut-être essayer de lui répondre, mais déjà, est-ce que le fait que la CRIET se concentre exclusivement sur les crimes économiques, sur les infractions donc, économiques, est le gage d'un succès, ou bien les questions politiques peuvent venir entraver son fonctionnement et ses objectifs? Oui, et d'abord, je tiens à dire une chose. Un député qui se voit l'immunité levée au Parlement, ou un ancien ministre ou un ministre en fonction dont l'immunité est levée au Parlement, ça ne veut pas dire qu'il est coupable, qu'il est systématiquement coupable. Nous sommes d'accord. Oui, comme l'expression qu'ils utilisent maintenant, c'est qu'il aille laver son honneur. Un député dont l'immunité est levée ne veut pas dire qu'il est le voleur, le plus grand voleur de la nation, qu'il aille devant la justice s'expliquer. S'il est blanc, il retourne calmement rejoindre son siège au Parlement. Maintenant, vous avez demandé si l'existence d'une telle cour est gage d'un bon résultat. Meilleur que ce qu'on a connu par le passé. Oui, je crois que c'est déjà une grande avancée. C'est déjà un pas de géant qu'on en arrive à l'installation d'une cour pareille. Je pense aussi que l'installation d'une cour pareille va permettre à ce que les choses se fassent autrement désormais. C'est-à-dire que, en même temps que cela constitue une épée de Damoclès sur tout acteur politique à qui on a confié la moindre parcelle du pouvoir,
doit savoir, de ressources économiques de l'État, doit savoir qu'il y a une cour qui est là, indépendante bien sûr, et qui peut l'interpeller à tout moment quand il y a problème. Je crois que c'est déjà une grande avancée. Il ne s'agira plus d'utiliser l'autre contour là et d'autres voies encore plus difficiles avant de l'interpeller. Je crois qu'avec cette cour, c'est déjà un grand pas et dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de cette cour-là doivent avoir à l'esprit que c'est une première d'abord et ils n'ont pas droit à l'échec. Ils doivent rester droits dans leurs bottes parce que quand une cour comme ça s'installe, il y a des influences de part et d'autre. Peut-être ceux qui n'ont pas, ceux qui ont intérêt qu'une cour pareille n'existe pas, peuvent les influencer d'une manière ou d'une autre. Ceux qui auraient voulu que cette cour vienne encore un peu plus tard peuvent toujours influencer. Donc, l'un mis dans l'autre, cette cour vient à point nommé pour régler beaucoup de problèmes. Je ne crie pas encore à la victoire de cette cour-là. Loin de là. Justement, parlons, Omar Salouf, de l'indépendance. Vous avez évoqué le terme, l'indépendance de cette cour. Vous savez très bien comment sont nommés les membres de la cour. Ce n'est pas décret pris en Conseil des ministres après consultation du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui signifie que c'est l'exécutif qui décide de ceux qui vont siéger au sein de la cour. Où est l'indépendance de la cour dans ces conditions? Non, mais pouvait-il en être autrement si la loi existante ne donne cette largesse à l'exécutif? C'est une initiative de l'exécutif. Pourquoi ne fallait-il pas dans la loi prévoir que les magistrats seraient choisis notamment par le Conseil supérieur de la magistrature tout seul? Le Conseil supérieur de la magistrature dont le président est chef de l'État, mais là il n'est pas le seul, il n'est pas seul, il y a tous les magistrats qui sont à l'intérieur, donc le choix pourrait ne pas être exclusivement celui dont il décide. Oui, d'une manière ou d'une autre. Et je crois que c'est en cela que cette cour-là va démontrer sous toute son indépendance. Parce qu'il ne suffit pas d'être nommé, d'être installé par un exécutif pour ne pas faire les choses normalement. S'il est établi un jour qu'un membre de l'exécutif actuel a des choses à se reprocher ou bien qu'on lui reproche des choses, il va de soi qu'on l'interpelle. Moi, avec un peu de réserve, bien sûr, parce que, qu'on le veuille ou non, on a souvent tendance à penser que on est toujours redevable à celui qui te place à une certaine fonction. C'est-à-dire que Patrice Talon m'a nommé, est-ce que j'aurai toute la liberté de travailler quand il s'agira de l'interpeller ou bien d'aller contre ses actions? Et je crois qu'on doit dépasser cela et qu'on doit aussi aller à l'école des autres pays qu'on a souvent l'habitude de copier, et pour se dire que même si les magistrats ont été nommés en Conseil des ministres, ils ont pour mission essentielle de lutter contre les infractions économiques et le terrorisme. S'il s'avère un jour qu'un X ou Y appartenant au gouvernement doit être interpellé, ils doivent l'interpeller. Et je dis encore que c'est en cela que cette cour-là doit démontrer toute son indépendance et toute son impartialité. Stéphane Tora, on a entendu le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, à l'occasion de l'installation des membres de la Cour, c'était il y a quelques heures seulement, je dirais, leur dire que la Cour ne sera que le reflet de ce que les membres qu'ils sont en auraient fait. Et c'est là la question que je reviens encore vous poser, celle de l'indépendance de cette Cour. Est-ce qu'on peut croire en cette indépendance dans les circonstances qui sont celles de la nomination de ses membres? Oui, nous devons croire à l'indépendance de cette Cour. Comme un dogme? Pas comme un dogme, mais parce que l'organisation judiciaire que nous avons adoptée,
l'organisation judiciaire que nous avons adoptée et qui est inscrite dans notre constitution prévoit que ces présidents de cour ou bien ces membres, ces magistrats-là soient nommés par l'exécutif. Si nous allons dans le titre 6 qui parle de la sphère judiciaire, c'est déjà que le président de la Cour suprême, la haute cour en matière judiciaire et administrative, là, c'est que son président là est nommé par le président de la République. Et le président de la République et le président de la Cour constitutionnelle font partie de la magistrature, du Conseil supérieur de la magistrature. Donc déjà, l'organisation de la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction, dit que le président est nommé par le président de cette cour-là est nommé par le président de la République. Est-ce que c'est parce que la Constitution dit que c'est normal? Est-ce que c'est parce que la Constitution le dit que c'est normal? Est-ce qu'on n'aurait pas dû réviser la Constitution? Et toutes les autres cours-là qui dérivent de la Cour suprême doivent garder la même organisation. Sinon, c'est comme biaise cette organisation-là qui est déjà inscrite dans notre Constitution. Maintenant, ce serait idéal que ça soit les sachants, les magistrats qui élisent leurs représentants ou bien ceux qui... Ce que proposait le président de la République dans son projet de révision de la Constitution. Que nous n'avons pas voulu adopter. Donc, déjà, en suivant cette organisation, nous disons que la justice, elle est indépendante selon ce que nous-mêmes nous avons accepté. Deuxièmement, les membres qui sont nommés ne sont pas nommés en dehors des compétences qu'il faut pour être membre de cette cour spéciale-là. Ça veut dire que c'est parmi les magistrats remplissant les conditions éditées là qu'on a nommé ces membres de la CRIED. Ça voudra dire quoi? Que s'ils ne remplissent pas ces conditions, ils ne peuvent pas appartenir à cette cour. Troisièmement, le président de la Cour suprême a bien fait de conseiller en quelque sorte ces membres qui ont qui ont cette opportunité de prouver à la face du monde que nous aussi, en tant que petit État, nous pouvons apporter des choses que d'autres États peuvent copier facilement. Et s'ils ne font pas bien, et s'ils échouent, les autres n'auront pas l'engouement de venir à cette spécification-là. Donc, ils ont intérêt à faire de vous me nommez, je ne vous connais plus, leur idéal et de pouvoir remplir efficacement ce pourquoi on les a mis là-bas. Je crois que en voyant les têtes de ceux-là qui ont eu le mérite d'être nommés, M. Dossa, M. Togbono et tous les autres que nous devons avoir cette confiance, pas une confiance totale, mais nous avons au moins cette confiance-là que ça va être une réussite pour prouver que la lutte peut se faire avec nos propres instruments. Voilà, nous parlons donc de la Cour de répression de l'enrichissement, des infractions économiques du terrorisme. La Cour de répression de l'enrichissement illicite, c'est au Sénégal. Et on sait que c'est elle qui a jugé le fils de l'ancien président Karim Wade, et qui l'a envoyé en prison pour quelques années avant que ce dernier puisse obtenir la grâce présidentielle et se rendre au Qatar. Parlons de notre Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Elle a pour fonction, elle a pour objectif donc de lutter contre la corruption. Or, nous savons très bien que les responsables, les plus hauts responsables de ces crimes-là, de ces crimes économiques, sont tapis dans les rangs des députés à l'Assemblée nationale. Parfois, en tout cas, c'est ce que dit l'opinion publique, mais en tout cas, il y a des ministres ou des anciens ministres qui sont soupçonnés de crimes économiques et ces derniers ne peuvent pas être jugés dans les conditions actuelles de notre
constitution par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Est-ce que cette Cour elle est pertinente si elle ne peut pas juger les gros bonnets de la corruption, comme on dit? Qui vole un poulet va en prison, qui vole les milliards va se réfugier à l'Assemblée nationale. C'est une phrase prononcée par le président Ousmane Batoko lors de l'installation de cette cour-là. Et je crois que on doit, c'est pas des choses bonnes à entendre dans une république. Et c'est pas, je n'incrimine pas les Ousmane Batoko, mais j'incrimine la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que c'est effectivement ça. Et vous allez voir, c'est vrai qu'il faut être dans l'action avant de commettre l'erreur. Il faut avoir été ministre ou député avant de se voir confier une certaine parcelle de pouvoir ou certaine... Surtout ministre, parce que le député n'a pas voilà, de mandat exécutif. Oui, il faut être dans l'action avant d'être confronté à ces réalités-là, c'est vrai. Mais il ne suffit pas d'être ministre pour forcément détourner, pour forcément mal gérer. Au contraire, on est ministre pour bien gérer, pour faire avancer le pays. Et je viens aussi à la déclaration, à une partie de la déclaration du ministre du Garde des Sceaux, qui disait que la mission confiée à cette cour-là est, entre autres, faire en sorte que les populations se retrouvent, les populations aient un certain bonheur parce que les ressources de l'État seraient déjà sécurisées et se seraient orientées vers des actions plus réelles pour le développement. Je crois qu'avec tout ça, il faut se donner une certaine confiance dans le sens où, dans les prochains jours, dans les prochains mois, les ressources de l'État seront mieux sécurisées. Parce que, comme je l'ai dit, cette cour-là existe pour mettre les choses en ordre. Donc elle apparaît d'abord et avant tout comme ce que dirait l'autre, un gendarme. Et donc la présence du gendarme étant le premier pas vers la sagesse. Voilà, c'est ce qui me réjouit premièrement. Il y a l'intention d'installer la cour et la concrétisation, ça me réjouit fortement. Et pour en venir spécifiquement à votre question, vous avez demandé... Si cette cour-là, elle est pertinente aujourd'hui, puisqu'elle ne peut pas juger les gros bonnets, puisque les gros bonnets en question, les anciens ministres, ne peuvent être jugés que la haute cour de justice. Vous savez, il serait mieux, par exemple, qu'on saute de la Constitution la partie qui dit que... Pour le moment, c'est pas fait. Hein. Voilà, avant de juger un député ou avant de juger un ministre, il faut prendre pas des détours, parfois incertains et parfois infructueux. Je crois que quand un député ou un ministre est soupçonné, il doit aller directement devant les juridictions compétentes pour s'expliquer. Mais bon, malheureusement, on n'a pas pu arriver là parce que 2 échecs déjà de la révision de la Constitution. Maintenant, parlant de la pertinence de cette cour en état actuel des choses, je crois qu'elle est toujours pertinente parce que on est déjà en train de franchir des pas. Ce qui ne se passait pas a commencé à se passer, c'est-à-dire levée d'immunité parlementaire de certains députés et ce qui est en cours de téléchargement de certains anciens ministres. Je crois que cette étape passée, la Cour de répression et des infractions économiques et du terrorisme aura de la matière pour travailler. Le blocage était levé d'immunité, non levé d'immunité. Est-ce que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme peut juger des anciens ministres? Non. Les anciens ministres ne peuvent être jugés que par la haute Cour de justice. Mais la Cour peut contribuer à rassembler les preuves, à rassembler tout ce qu'il faut. Mais c'est une juridiction différente. C'est la chambre d'instruction de la haute cour de justice qui doit se charger de réunir les preuves. Il n'est pas dit non plus que il n'est pas interdit non plus que ces différentes juridictions
travaillent en symbiose pour avoir le résultat escompté. Ça, c'est encore à vérifier. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet, sur la pertinence notamment de la Cour? Je fais bien les observations de M. Omar Saloufou. Juste pour compléter par rapport à la problématique des différentes barrières concernant les députés et les ministres à comparaître devant la criette. Disons que beaucoup de lignes ont bougé. Beaucoup de lignes ont bougé. Avant, on pensait que les députés, les ministres ne pouvaient pas répondre de leur forfait devant des cours. Mais lorsqu'il s'est agi, et je rappelle le cas de l'honorable Bako de la Sonapra, lorsqu'il s'est agi d'une convocation au niveau de la BEF, qu'il avait renoncé, qu'il avait refusé, et qu'il a saisi la Cour a dit que il doit être écouté. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas son immunité qui va l'empêcher d'aller répondre de ses forfaits. En matière... On va pas encore parler de forfait parce que de ce qui lui est reproché. Voilà. Non, de ce qui lui est reproché. Parler de forfait, signifierait peut-être que nous décidons à la place de la justice. De ce qui lui serait reproché. Serait reproché. Maintenant, lorsqu'on prend les modes de saisine de la criade là, même les barrières d'immunité ne pèsent pas. Parce qu'en matière de flagrant délit, il n'y a pas matière à aller demander de l'immunité avant qu'on ne passe au jugement. Et ça, les divers mandats de dépôt relatifs aux affaires à Tao l'ont solidement prouvé. Et ça voudra dire quoi? Lorsque la flagrance est établie, on dépose simplement, que ce soit le ministre et que ce soit le député, malgré que nous ayons des encadrements d'immunité et tout ça là. Maintenant, ce n'est pas une violation de la Constitution de déposer un ministre. Ce n'est pas une violation parce que la Constitution elle-même a prévu que dès que vous êtes dans un cas de flagrant délit, que les autres, vos couvertures sont levées systématiquement. On ne va pas attendre l'Assemblée nationale lever l'immunité avant. Et ensuite décider de vous envoyer devant la Cour. Et quand j'ai écouté la dernière fois Maître Orunla définir le terme flagrant, ce n'est pas que c'est un constat qu'on fait systématiquement. Il n'y a pas que le constat fait systématiquement. On peut revenir sur des faits antérieurs et établir cette flagrance-là. Donc, cette cour de répression... Maître Orunla a été contesté par d'autres avocats. Non, mais quel avocat? Parce que la thèse de Orunla était tellement sincère. Ah, ça, c'est sincère, c'est vous qui le dites. Non, était tellement sincère et soutenu par les articles de notre législation que, bon, on y adhère simplement. Voilà, ça veut dire déjà, nous avons d'ouverture pour pouvoir aller inquiéter de façon légale ces gros messieurs qui sont dans l'appareil de la gouvernance et qui sont les mieux couverts aussi par l'immunité. Donc, le souci de l'immunité, on n'en aura pas. Par rapport à la Haute Cour de justice, oui, qui est un truc que nous avons mis dans notre constitution, excusez-moi, je suis en train de me moquer sérieusement, puisque en réalité, c'est là depuis, ça ne fait rien. Les députés n'ont pas cette volonté de se juger. Les députés n'ont pas cette volonté de livrer leurs semblables, de livrer leurs mandants, de livrer les ministres qui les ont proposés sur des listes là. Non. Maintenant qu'il y a quelque chose qui peut bouger les lignes,
Bon, on va voir à la pratique ce que ça va donner. Et voyons aussi l'autre façon de saisir aussi, puisque les gens crient dans la ville, oui, le gouvernement ne fait que poursuivre ses opposants. Mais on a donné la facilité maintenant à des organisations de lutte contre la corruption de pouvoir aussi saisir directement cette cour de répression-là. Donc, il n'y aura plus, il est mouvementier, il est opposant. Cette façon de faire, et cette ouverture donnée à tout le monde de pouvoir saisir la criette est véritablement bien vue et prouve cette pertinence qu'a le gouvernement actuel de pouvoir lutter efficacement et véritablement. Êtes-vous d'accord, Omar Salouf, que la criette peut poursuivre directement, excepté les cas de flagrance, peut poursuivre directement des ministres, ou bien aujourd'hui la Haute Cour de justice garde toute son importance et dans ces conditions, on se demande encore pourquoi la criette a été créée? Non, moi je me suis demandé quelquefois pourquoi la criette a été créée et je me suis rendu compte, comme je le disais au début, de la pertinence effectivement. Et la Haute Cour de justice, créée depuis des décennies, qui n'a jamais jugé, excusez le terme, un poulet. La Haute Cour de justice toujours fait partie des institutions constitutionnelles, mais totalement budgétivores, qui n'ont jamais fait leur travail. Est-ce qu'il faut rester là tout le temps et ne pas avancer? La Constitution qui prévoit ce que la Haute Cour de justice doit faire. Oui, c'est la Constitution. Et on ne peut pas attribuer ces attributs, permettez la tautologie, on ne peut pas attribuer l'attribution de la Haute Cour de justice à la criette. Je crois que c'est pas ça qui a été fait. C'est pas qu'on a attribué à la criette ce qui revient à la Haute Cour de justice. Donc on n'aura pas avancé sur la lutte contre la corruption des ministres. Oui, bien sûr. Quand un ministre est interpellé, il peut par exemple, je suppose, il peut passer par la criette pour s'expliquer aussi, et avec les compétences avérées qu'il y a au niveau de la criette, ils vont véritablement fouiller dans le fond du dossier pour savoir ce qu'il en est véritablement. Et je ne pense pas que les différentes les autres institutions, notamment la Haute Cour de justice, ont toutes ces compétences-là de connaître véritablement des crimes économiques, plus spécifiquement, et du terrorisme. Et je crois que ce sera un apport conséquent à la Haute Cour de justice de faire son travail. Pour le moment, jusqu'à l'heure actuelle, la Constitution n'est pas encore révisée. La Haute Cour de justice reste là. Et dans ses attributs, même si elle n'a encore rien donné, si elle n'a encore rien prouvé. Que ça fonctionne prochainement puisque plusieurs ministres déjà sont en train d'être envoyés là-bas. Probablement si les plusieurs députés anciens ministres, bien sûr. Ne changent pas de posture. Ces derniers mois, on les a vus décider de lever des immunités parlementaires de leurs confrères, de leurs collègues. Maintenant, c'est des ministres qui doivent être envoyés devant la Haute Cour de justice. S'ils sont décidés, ils vont le faire. Finissons avec l'autre versant de l'attribution de cette Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Donc l'autre versant, c'est le terrorisme et les stupéfiants. Vous avez évoqué cela. Le terrorisme n'a pas encore frappé le Bénin. Était-il nécessaire de prévoir ou est-ce un appel aux terroristes pour frapper le Bénin en mettant en place par avance une juridiction de cette envergure, de cette nature? D'accord. Je vais répondre en blaguant un peu. Il faudrait-il attendre la pluie avant de s'acheter son imperméable? La réponse est non, il faut l'avoir. Bon, nous sommes dans la masse, nous voyons faire. Nous ne savons pas les informations que les gouvernants ont.
dit que, bon, nous vivons tranquillement et dans la paix, mais ce qui boue autour de nous, on le sait. On sait qu'au Nigeria, il y a Boko Haram. On sait qu'au Niger, il y a voilà. Niger, Burkina, il y a même une attaque pas plus tard qu'hier. Voilà, donc ça veut dire qu'autour de nous, il y a beaucoup de choses qui menacent notre paix intérieure. Par conséquent, les gouvernants ont beaucoup plus d'informations, ils savent ce qui se passe. Ils ne peuvent pas verser ces informations-là dans le public pour nous faire peur. Par conséquent, c'est une cour qui est là. Et au cas où des actes de terrorisme seront commis sur le territoire national, va beaucoup plus se charger de ça. Donc il vaut mieux. Et nous sommes dans la prévention un peu. La mise en place aussi, c'est une sorte de prévention pour dire qu'au cas où ça viendrait, on va y faire face et ne pas envoyer ça dans des tribunaux à l'étranger qui jugent ces terroristes-là. Omar Salouf, vous l'avez dit, content d'entendre et de voir enfin s'installer la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Est-ce aussi parce que cette Cour doit s'occuper des questions de terrorisme? Oui, justement, comme je le dis, l'intitulé de la Cour, ça s'occupe aussi du terrorisme. Et comme l'a dit M. Toha, Monsieur Toha, oui. Il ne faut pas attendre que le drame se produise avant de commencer à prendre les mesures. Il faut prendre les précautions, il vaut mieux, comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut se mettre en ordre de bataille parce que c'est tout autour de nous là. C'est dans les pays frontaliers, au Burkina, comme vous l'avez rappelé, c'est partout autour de nous. Et c'est pas quand ça va venir au Bénin qu'on va commencer à réfléchir sur comment faire. Le Bénin est un pays qui n'est pas encore attaqué et on l'espère qu'il ne sera pas attaqué, mais ça peut constituer aussi un pays de refuge pour ces terroristes-là. Quand on va mettre le feu au Burkina, on peut venir se réfugier au Bénin, et ainsi de suite. Dans les autres pays, on peut venir se réfugier ici. Mais déjà qu'on sait qu'il y a un national juridique conséquent qui est prêt à réprimer à tout moment, on ne peut pas oser venir se réfugier au Bénin. Et quand on sait aussi que on est un pays organisé, parce qu'il faut voir aussi dans ce sens, les pays organisés projettent les choses. Quand on sait qu'on est un pays organisé, on ne peut pas oser faire un certain nombre de choses sur le territoire béninois. C'est vrai que dans d'autres pays mieux organisés et mieux outillés que nous, ça se passe, mais il faut quand même un début, il faut quand même mettre en place tout l'arsenal juridique qu'il faut de façon à faire face considérablement, de façon conséquente pour que, en temps opportun, que ce ne soit pas la débandade du bas jusqu'au sommet de l'État. Merci à vous, Omar Salouf. Un dernier mot. Oui, un dernier mot, c'est dit qu'il faut souhaiter bon vent à cette cour-là et que les objectifs assignés soient véritablement atteints et que ça soit hors de toute manipulation politique, que le politique ne se mêle pas de cette cour-là, que les membres de cette cour sachent qu'ils ont une mission et que l'histoire retiendra qu'ils auront travaillé pour changer les choses parce que c'est une première au Bénin et que dès que au résultat on constatera l'efficacité, ce sera le nom de Cyriaque Doussa, de Gilbert Tobono et de tous les autres qui seront gravés en lettres d'or dans les annales du Bénin. Dans les annales de l'histoire juridique du Bénin. Un dernier mot pour vous aussi, Stéphane Toha. Oui, mais moi je dirais que je suis vraiment content de l'évolution
de l'arsenal juridique de notre pays, de l'installation de cette cour de répression des infractions économiques, du terrorisme et du trafic des stupéfiants. Je dirais, pour clôturer, que nous, populations, nous avons tout le temps, nous nous rendons tout le temps au tribunal. Voilà une cour pour les glottos. Eux aussi seront de plus en plus inquiétés pour que le pays aille bien. Merci à vous, Stéphane Tora, vous êtes spécialiste en finance et contrôle de gestion des organisations. Vous parlez également très bien de droit et d'arsenal juridique judiciaire béninois. Omar Salouf, vous êtes journaliste, rédacteur en chef du quotidien Émergence Info. Merci à tous les deux d'avoir pris part à cette émission.